on arrive dans une situation où on a un État centralisé, un peu autoritaire, mais qui assure l'égalité. Ça s'incarne vraiment dans la Troisième République. Troisième République, c'est vraiment ça, c'est vraiment la France centralisée, mais acceptez-la parce qu'elle va vous apporter l'éducation, elle va vous apporter un certain nombre de choses. Acceptez cette centralisation qui fait que ça va durer longtemps. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça est en train peut-être de se désagréger peut-être parce que aujourd'hui, alors que pendant longtemps le moteur de l'histoire de France c'était ce fameux bassin parisien, c'était Paris, c'était ces populations-là, c'était là le dynamisme économique, c'était là la population la plus éduquée, quand on voit en termes d'alphabétisation, c'était là que ça se passait. Et aujourd'hui, depuis 20-30 ans, on a un renversement. Si vous prenez les statistiques, où est-ce qu'on a les populations qui ont les meilleurs taux de réussite dans les diplômes? C'est une sorte de grand ouest de France périphérique. Quelles sont les villes dynamiques économiquement aujourd'hui? C'est ce que c'est les cours de géo qu'on fait à des élèves de 3e. C'est Nantes, Bordeaux, Montpellier, Toulouse. Et il y a une sorte de renversement qui peut faire penser qu'aujourd'hui le dynamisme de la France, il est dans le pourtour. Il n'est plus dans le bassin parisien, il n'est plus là. Il est dans une France périphérique où il y a un plus faible taux de chômage, où il y a encore des solidarités, où on est moins effrayé de la mondialisation. Et donc, dans une France qui peut-être est en train de prendre un petit peu la domination. D'ailleurs, c'est cette France qui vote pour le Parti Socialiste, qui élit François Hollande. Et donc, c'est assez logique que le Parti Socialiste soit le reflet de cette France-là. Et donc, on a peut-être un recul du principe égalitaire. Et donc on a peut-être une acceptation plus grande des inégalités en France, peut-être une acceptation de la décentralisation. Voilà, clairement la décentralisation c'est l'inégalité. Enfin, moi je le vis quotidiennement dans l'éducation nationale. Dans le premier degré, voilà, maintenant tous les moyens matériels c'est la commune. Dans une commune pauvre, dans une commune riche, on ne vit pas la même chose. Dans un département riche, un département pauvre, les collèges ne sont pas dotés de la même façon. Donc la décentralisation, c'est l'acceptation d'une forme d'inégalité, mais peut-être de plus de démocratie. Donc moi, j'ai pas la réponse. Enfin si, j'ai des idées, mais c'est peut-être ça, en tout cas, qui historiquement peut expliquer, mais j'invite à lire L'Invention de l'Europe, où il y a tout ça. Qui explique cette France centralisée et l'échec en Italie ou en Espagne, qui ont un peu la même configuration, et pourquoi eux ont échoué à imposer cette... par exemple, l'Espagne a échoué à imposer un État centralisé. Vous voyez, l'Italie c'est pareil, entre l'Italie du Sud et l'Italie du Nord, l'Allemagne également. Donc il faut lire ça, et pour ce que je raconte sur les 30 dernières années, il faut lire le dernier d'Emmanuel Todd qui vient de sortir, Le mystère français, où c'est là qu'il essaye de démontrer la permanence de ces deux Frances, avec une France contre-révolutionnaire à l'époque qui aujourd'hui vote plutôt à gauche, et une France révolutionnaire de l'époque qui aujourd'hui, en tout cas dans ses classes populaires, vote plutôt à droite. Et donc d'où le système français totalement détraqué, et on ne sait pas où on va, mais peut-être vers la révolution, ou peut-être pas. Peut-être là, avant, parce qu'il y a peut-être qui n'a pas encore parlé. Bien fort dans le centralisation, peut-être qu'au départ, c'était nécessaire que ça soit centralisé pour pouvoir faire, accepter les idées nouvelles et les mettre en place. Peut-être que c'est au départ, c'était judicieux, je ne sais pas. Oui, ça a été en tout cas efficace. Ça a été efficace, effectivement, pour imposer la langue française sur le territoire. Voilà, une fois que les grandes lignes sont posées, on peut après moduler en fonction de chacun, enfin de chaque province ou de chaque région. Pour renforcer la démocratie, pourquoi pas? Oui, non, mais moi peut-être, mais là j'ai pas de réponse. C'est à vous de voir si la décentralisation c'est un renforcement de la démocratie, c'est un renforcement de l'ancrage dans les réalités locales, ou est-ce que c'est créer de l'inégalité sur le territoire, mettre fin à la péréquation et des choses comme ça. Je pense qu'il faut juste faire attention, il n'y a pas la décentralisation et la centralisation, il faut aussi voir comment c'est fait. Parce qu'en Italie, on peut pas... Le micro, toujours, parce que c'est enregistré, sinon ça fait des gros blancs. Mais en Italie, par exemple, le fait qu'elle soit complètement décentralisée et qu'il n'y ait toujours pas de nation, on peut presque dire ça, c'est pas ça qui renforce la démocratie en Italie.
On est d'accord. Mais, vous pensez que c'est beaucoup lié au rôle de l'Église, par exemple, le fait que l'Italie n'ait pas réussi à la faire, sa nation? Je dirais non, les structures familiales italiennes peuvent l'expliquer. Il faut lire ça. Le premier là, vous le lisez, c'est un pavé, mais ça vaut le coup. Prenez le temps, prenez des notes pour être bien clair, et après vous sortez de là beaucoup plus éclairé. Non, mais il y a une histoire particulière. Moi, j'en suis venu à Emmanuel Todd simplement parce que je fais des études d'histoire et je me posais les mêmes questions que vous. Pourquoi en Italie ils n'ont pas réussi? Pourquoi en France on a réussi? Alors moi, mes profs, pendant des heures et des heures, ils m'expliquaient c'est particulier parce que la bourgeoisie italienne, elle a fait son unité nationale sans faire l'égalité sociale, donc machin, mais en France on l'a fait. Je dis, oui, mais pourquoi? Parce que c'est particulier, c'est complexe, parce que... Voilà. Et donc j'ai toujours été frustré des réponses qu'on m'apportait. Et donc, de voir ça dans l'ancrage à partir des structures familiales qui peuvent expliquer un certain nombre de choses dans la modernisation politique, ça m'a paru, pas une réponse à tout, mais assez éclairant. Et donc c'est pour ça que je renvoie régulièrement à la lecture des ouvrages d'Emmanuel Todd, surtout des ouvrages d'histoire, parce que c'est d'abord un formidable historien. Et ce bouquin-là, il a découpé l'Europe au niveau départemental, il a créé au niveau départemental pour étudier ce qui se passait, faire des statistiques, parce qu'il travaille à l'Institut national des études démographiques, ce qui se passait micro-région par micro-région pour essayer de constituer une histoire de l'Europe depuis le XVIe siècle. Et donc on a un certain nombre de réponses sur les destinées des pays européens dans cet ouvrage qui est en vente dans les camarades des librairies pavées que vous retrouvez, je ne l'ai pas dit au début alors, Pavé dans la Mare et Elancourt juste à côté, et Pavé du Canal à Saint-Quentin également, vous pouvez acheter vos livres plutôt que de les acheter par Amazon. Et même si vous pouvez même passer commande sur leur site internet. Voilà, vous passez commande et vous avez juste à aller les retirer quand ils sont prêts, on vous envoie un mail disant vos livres sont prêts, vous pouvez venir les chercher. Et comme ça, voilà. Et encore là, pas forcément, sinon on s'arrête là. Si, là-bas. Ah, Fabien de Fayek, c'est quelque chose. Vas-y Fabien. Ce sera peut-être la dernière parce qu'il est 28. Je voulais savoir deux questions en revenant sur la différenciation que tu as fait sur les différentes analyses des courants politiques par rapport à la Révolution française. Moi, je ne crois pas que ce soit contradictoire ni même antinomique de dire que la Révolution française, c'est la révolution de la bourgeoisie et qui par ailleurs a permis l'irruption du peuple sur la scène politique et des citoyens. Alors maintenant, effectivement, le problème de citoyens, c'est un débat, de voir les citoyens, c'est qu'est-ce que ça veut dire un citoyen ouvrier, un citoyen banquier, c'est peut-être pas forcément le même. Voilà, là, il y a le problème de l'égalité. Donc je pense que je trouve que ces analyses peuvent se croiser, ne sont pas forcément contradictoires. Par rapport à ce que tu disais comme anecdote sur le drapeau français et la Marseillaise et tout ça, je pense qu'il y a un certain consensus dans, en tout cas, les deux plus gros partis du Front de gauche pour ça. Il n'y a pas de souci, je ne pense pas que ce soit un des seuls courants. Et je voulais savoir, par rapport à ça, un autre épisode de l'histoire française qui est important, mais qui est assez occulté, mais que les gens qui sont quand même de notre courant, ou des courants beaucoup plus à gauche, revendiquent comme étant une tradition importante des révolutions, c'est quand même la Commune de Paris. Et je voudrais savoir quel est le lien que tu peux faire entre les acquis de cette Révolution française sur l'égalité, l'irruption du peuple, l'égalité, etc. Parce que la Commune de Paris est allée beaucoup plus loin, notamment du côté des femmes, du côté des ouvriers, du côté de la démocratie directe, vraiment. Quel est le lien entre ces deux révolutions, même si la Commune de Paris est beaucoup plus courte, évidemment, que la Révolution française? La réponse est dans la question. Pour moi, il y a un lien direct entre la révolution des sans-culottes, l'irruption des sans-culottes dans la Révolution française, la Commune de Paris, qui est en fait la continuité de cette tradition un peu anarcho-syndicaliste du sans-culotte, du parisien. On est clairement dans la même filiation, mais avec peut-être plus de maturité politique, une population encore plus alphabétisée, encore plus conscientisée, etc., etc. Mais il y a des rapprochements qui sont évidents entre la démocratie directe qui est revendiquée par les sans-culottes et ce qui se passe au moment de la Commune de Paris.
Pour moi, c'est clair et c'est évident. Voilà, ce peuple parisien, à l'époque où dans Paris il y avait encore des populations assez modestes, c'était un peuple agité politiquement et revendiquant une démocratie directe. Et on est, la Commune de Paris, on est dans la continuité, d'ailleurs il n'y a pas à s'y méprendre. C'est après la Commune de Paris qu'on décide qu'il faut absolument modifier la ville de Paris, Barreau Haussmann, tout ça, il faut casser tout ça. Et on dit voilà, c'est pas possible de vivre parce que entre les deux, on a la révolution 1830, 1848. Voilà, le peuple parisien, le petit peuple parisien, c'est un peuple d'agités et de partageux. Et donc c'est à partir de là qu'il faut modifier l'urbanisation, l'urbanisme parisien, pour casser ça et que ça ne se reproduise plus. Et d'ailleurs, depuis, Paris est plutôt tranquille, hein, c'est plutôt gentil depuis. Donc ils ont réussi de ce côté-là à calmer les choses. Si vous le voulez bien, on s'arrête là, parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui ont terminé leur travail. Et je les remercie d'ailleurs, merci Guillaume. Voilà. Merci au Prisme. Et bonne soirée, n'oubliez pas qu'il y a des tables là-haut. Voilà. Merci.